Bonjour, alors Batman, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, je sais, mais calmez-vous, c'était une partie 1 et enfin, après 800 ans d'attente, on est sur la partie 2. On avait retracé toutes les premières adaptations cinématographiques de notre célèbre Chevalier Noir de Gotham de 1966 à l'échec cuisant Batman et Robin en 1997. Et pourtant, le super-héros obscur sorti tout droit de la tête de Bob Kane et du dessinateur Bill Finger n'a pas dit son dernier mot au cinéma. Je vous propose donc de reprendre là où on s'était arrêté durant la dernière vidéo en parlant de sujets très lourds comme le retour de Batman au cinéma avec tout simplement la série de films de Christopher Nolan qui a tout explosé sur son passage, en passant par le voyage de la chauve-souris dans le DCU et bien sûr en terminant avec le film de Matt Reeves. Enfin bref, on va passer au peigne fin toutes ces adaptations, tous les secrets de production et toute l'ampleur qu'il y a eu autour de ça, ainsi que l'impact culturel que ça a apporté. Et on voit ça dans ce nouvel épisode de Chromique. Bien sûr, vous avez l'habitude d'aller voir tout de suite. Attention, la partie 1, si vous l'avez pas déjà vue, elle est peut-être ici, je crois que c'est ici, je sais pas, démerdez-vous, il y a une fiche en haut. En tout cas, générique. Après l'échec de Batman et Robin, chez Warner Bros, on se fait sacrément chier. Pourtant, il y avait des projets pour le futur justicier de Gotham après le film. Déjà, on en avait parlé, le Batman Unchained, mais qui s'est du coup pas fait pour des raisons évidentes de bons gros flops financiers du précédent opus. Mais d'autres projets, quelques années plus tard, étaient encore dans la tête du studio. Par exemple, une possible adaptation du fameux Batman Year One était envisagée et également plus tard, les studios pensaient à pourquoi pas adapter la série d'animation Batman Beyond ou Batman la relève en français, mais en film. Mais ce projet allait déjà un peu plus loin parce que pour le rôle d'un Batman vieilli, Clint Eastwood s'est vu proposer le rôle du héros ainsi que la réalisation du projet. Mais il a refusé et ça c'est quand même absolument terrible parce que j'avoue que ça aurait été quand même très stylé. Et bien sûr, tous les sujets que j'ai évoqués là, ça aurait été un reboot parce que bien évidemment, plus personne ne voulait de Michael Schumacher pour un nouveau film Batman. Donc les studios non plus, et ce, pour le bien de l'humanité. Donc le projet n'était pas du tout d'enterrer Batman au cinéma, loin de là, mais plutôt de le faire renaître de ses cendres via plusieurs autres projets. D'ailleurs, sachez même que pendant cette période, justement, où il cherchait des projets pour faire revivre Batman, il y a eu, bien avant le film qu'on a eu en 2016, un projet Batman vs Superman qui avait été proposé au réalisateur de 3, donc 3, bon, vous connaissez quoi, c'est un film. Et au final, en 2003, la Warner proposera un reboot classique à Christopher Nolan, et c'est ainsi que la production de ce qui allait lancer l'une des plus grandes sagas super-héroïques démarrera. Nolan a une intention avec ce film, c'est d'en faire une épopée qui se veut proche de l'humain et réaliste, jusqu'au point où le public devra même s'inquiéter pour ce Batman. Nolan veut raconter les origines, oui, mais d'une façon inédite, parce que, et c'est Christian Bale qui le déclarera, jusque-là, le personnage de Batman avait été sous-utilisé pour mettre plus sur le devant de la scène les vilains. Bon, du coup, on part totalement sur un processus de reboot, et vous connaissez la chanson, mais c'est-à-dire qu'il y aura un nouveau cast, etc. Et pour la petite anecdote, Christian Bale n'était pas le seul à s'être vu proposer le rôle de Batman. Parce que bon, des castings avaient été passés, des idées avaient été mises en tête, et les hésitations variaient beaucoup entre plusieurs acteurs, dont Jack Gyllenhaal, Hugh Dancy, Keanu Reeves, Henry Cavill, et c'est pas le seul acteur d'ici qui a essayé d'interpréter Batman avant le rôle qu'on leur connaît, car Heath Ledger a aussi voulu jouer le Batman pour cette saga de Christopher Nolan. Mais bon Dieu, merci à tous, évidemment, il n'aura pas été accepté pour le bien de l'histoire, car il interprétera le Joker dans le deuxième volume. Mais grillons pas les étapes, bien sûr qu'on va en parler de ça, mais pour l'instant on est sur Batman Begins. Restons-y. Christian Bale obtient donc le rôle de Batman. Cillian Murphy, qui lui avait également passé ce casting pour Bruce Wayne, interprétera l'épouvantail. Et on va passer au tournage. Tournage qui se passe plutôt bien, voilà, pas vraiment d'anecdote croustillante. On attaque le début de vidéo en douceur. Et bon, allez, c'est bon, je vois, vous êtes déçus, c'est bon, calmez-vous. Je vais vous donner une petite anecdote. Christopher Nolan, avant le début de tournage de son film, a montré à toute son équipe le film Blade Runner de Ridley Scott, et à la fin du visionnage de celui-ci, il s'est tourné vers son équipe et leur a dit: les gars, vous voyez ça?
Ça, c'est ce que je veux faire de mon Batman. C'est ça qu'on veut. Batman Begins sortira le 15 juin 2005, relançant avec lui le super-héros le plus populaire de l'histoire de la pop culture. Enfin, du moins, si c'est pas le plus populaire, il est au moins top 2. Le justicier obscur qui avait été auparavant maltraité par le terrible Schumacher, qui, on le rappelle, lui avait quand même collé un costume téton qui pointe. Perso, ça m'excite. Voilà. Faut en parler. Le film est un succès, bien loin des ridicules films Batman Forever et Batman et Robin. Le personnage a été de nouveau transformé avec un objectif, la peur. Ce film représentera et propulsera l'image de Batman plus loin qu'un simple justicier obscur. Il est une ombre, l'ombre terrifiante des criminels de sa ville, et le choix de l'épouvantail ne pouvait pas être mieux pour lancer cette saga, car le film prend la direction de l'épouvante, celle de faire face à ses démons et à ses peurs les plus profondes. Le tout lié à une origin story qui montre comment une icône se construit et fait face à tout ça. Très loin de la citation « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », ici on se rapprocherait plus de « un grand crime mérite une bonne grosse dérouillée sa mère ». Il cumulera avec lui un peu plus de 374 millions de dollars au box-office et sera nommé aux Oscars en 2006 pour la meilleure photographie. Mais malheureusement, le film perdra face aux mémoires d'une geisha. Mais bon, Batman était encore loin de savoir ce qui pouvait l'attendre, puisqu'on va attaquer tout de suite avec la suite de ce Batman Begins, The Dark Knight. Alors, petite précision, traiter le sujet de The Dark Knight, ça a été quelque chose de quand même assez difficile. Il manquera peut-être quelques précisions, mais c'est quand même un film où il y a un avant et un après. Enfin, du moins pour ce qui est du comics book movie, mais pas que. Parce qu'il y aura bel et bien un avant et un après The Dark Knight dans toute la pop culture en fait. On arrive donc à cette seconde partie de cette trilogie, The Dark Knight, premier film de la saga Batman sans le nom du justicier dedans, une absence d'ailleurs qui n'est pas anodine, car ce film se veut différent de tout ce qui a déjà été fait auparavant pour Batman au cinéma. Et ça sera d'ailleurs réussi, et ce, grâce à la magnifique interprétation du Joker d'Heath Ledger. Après le Joker clownesque de César Romero et celui plus obscur et authentique de Nicholson, le monde allait découvrir l'obscur, le terrifiant, l'odieux visage du nouveau prince clown du crime de Gotham, qui sera interprété par le légendaire et regretté Heath Ledger. Un casting absolument exceptionnel qui nous aura évité le casting d'autres acteurs pressentis dont, allez, vas-y, je vous ai fait une petite liste comme ça pour le fun, hein, les gars, on s'amuse chez Chromique, on pense à tout. Il y avait par exemple Steve Carell, Willem Dafoe, Adrien Brody, Paul Bettany, Mark Hamill, Jude Law ou encore Robin Williams, qui d'ailleurs, comme on l'a dit dans la première vidéo, avait également été pressenti pour Batman de 89. Le tournage se passe donc, et là déjà, premier drame. Un membre de l'équipe du film, Conway Wycliffe, trouvera la mort à l'âge de 41 ans. Vraiment, la période de The Dark Knight, que ce soit entre la production ou même l'après-production, aura été terrible. Déjà, entre cette perte absolument triste, voilà, c'est pas bien, c'est triste quand les gens meurent en fait, voilà, petit tips dans la vie. Ça et le fait que Morgan Freeman, quelques temps avant la sortie du film, a quand même subi un assez grave accident de la route auquel il a survécu. Et aussi, la chose la plus légendaire et que vous connaissez forcément, mais la mort de Heath Ledger, qui se fera 6 mois avant la sortie du film. The Dark Knight, réalisé par Nolan, sortira en 2008 et c'est l'explosion. Le film rapportera un chiffre absolument scandaleux au box-office, celui de plus d'1 milliard de dollars, devenant au même moment le 4e plus grand film de tous les temps à cette période, juste derrière Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Pirates des Caraïbes 3 et Titanic. Il sera le premier film également à atteindre les 400 millions en seulement 18 jours et les 500 millions en 45. Ce sera aussi le premier CBM à dépasser la barre du milliard de dollars et également le film le plus rentable de l'année 2008. Il décrochera aussi 2 petites statuettes dorées aux Oscars, celui du meilleur montage son et celui du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume pour Heath Ledger. Et à côté, il y aura 5 nominations, un pour la meilleure photographie, un pour la meilleure direction artistique, meilleur VFX, meilleur maquillage, meilleur mix son, mais il y a quelques absents où on se dit mais enfin où sont-ils? Celui de la meilleure réalisation pour Christopher Nolan ou bien tout simplement celui du meilleur film, et ça a fait beaucoup parler hein. Et d'ailleurs tout ce jasage et cette question de légitimité ou pas à faire partie tout simplement des nominés pour le meilleur film a fait que ça sera la dernière édition, donc celle de 2008, à avoir seulement 5 nominations pour le meilleur film, passant le chiffre à 10. Il y a d'ailleurs un article de Variety qui résume assez bien le pourquoi du comment, c'est dans la description, voilà, allez le lire si jamais ça vous intéresse.
Oula, je casse tout, ok. Dark Knight, du coup, a participé à changer les Oscars, mais c'est pas la seule chose qui fera bouger dans le monde du cinéma, puisqu'avec lui viendra sur le devant de la scène une nouvelle technologie que vous connaissez assez bien. C'est le premier film hollywoodien à contenir des séquences entièrement tournées en IMAX, et forcément, il y a eu un impact à tout ça. Tout le travail de Christopher Nolan sur ce film lui a permis d'être à ce moment-là une révolution du jamais vu dans toute l'industrie du film inspiré de comic book et même de films tout court. On est quand même passé à des films comme ceux de Schumacher qui ont fini par enterrer la licence, à des films comme ceux de Nolan qui bien des années, même une décennie plus tard, continuent d'influencer la pop culture par sa qualité. Qualité qui sera notamment due à la magnifique interprétation de Heath Ledger en Joker, transformant le Joker en une plus grosse icône pop au même titre que, je sais pas, Dark Vador ou encore Sauron, tu vois, c'est pour te dire le level. Aucun autre acteur n'aurait pu interpréter ce personnage comme lui, mais malheureusement, pour certains, ça serait ce rôle-là qui lui aurait coûté la vie. Heath Ledger, pour préparer son rôle, s'est mis dans des situations extrêmes. Il s'est cloîtré dans une chambre d'hôtel, coupé du monde, pour se plonger dans la terrifiante psychologie du personnage, un personnage habité par le chaos et le désordre. Ça serait d'ailleurs, selon plusieurs personnes, devenu une obsession pour lui, ce rôle. Il s'y investit comme aucun l'avait fait auparavant, alors que la performance de Nicholson semblait pour certains inégalable. Il était littéralement habité par le clown. Sur le plateau, la première scène entre Bale, qui incarne Batman, et le Joker était la scène de l'interrogatoire. Bale avait été grandement marqué par cette première scène tournée ensemble. Heath lui demandait que les coups que portait Batman face à son personnage soient réels. Bale, lui, était pas forcément sûr de lui, hein. Il lui avait dit qu'il pouvait faire semblant que le rendu serait le même, mais non. Heath Ledger voulait que cette violence soit réelle, se nourrissant de chaque coup, ricanant entre chaque heure, comme si chaque bat-baigne qu'il se prenait dans la batte-tronche le rendait encore plus chaotique. Il était satisfait par chaque acte violent que Batman lui portait. Il aimait réellement ça, il allait même jusqu'à se lancer contre les carrelages de la pièce, en ayant carrément fissuré certains d'entre eux par l'impact. L'acteur était imprégné par la folie inquiétante du Joker, comprenant à la perfection sa psychologie, allant même jusqu'à improviser des scènes totalement qui donnent froid dans le dos, hein, comme par exemple celle où le Joker regarde les policiers et se met à les imiter en applaudissant avec un regard. Ce regard plongé dans les ténèbres. Oui, cette scène-là était absolument pas prévue. Donc, suite à ça, beaucoup de gens se sont mis à penser que la mort de Heath Ledger relèverait du suicide, que la psychologie désordonnée du Joker a complètement pris le dessus sur lui et donc l'a poussé à commettre le pire. Et cette idée s'est renforcée encore plus après les rapports de police. Les agents qui se sont rendus à l'endroit où l'acteur a perdu la vie ont déclaré qu'il y avait du Joker absolument partout. Des notes sur le personnage, des comics sur le personnage, des statuettes de clown, des livres, tout pour être bien renseigné sur son rôle. Il avait passé des longues semaines à travailler tout seul, enfermé. Les rires machiavéliques, les gestuelles terrifiantes, il apprenait à se métamorphoser totalement. Il notait d'ailleurs tout sur un petit carnet, les pires pensées pouvant lui passer par la tête, la liste de ses songes, la liste des choses qui pouvaient faire rire le Joker, à savoir que des trucs ultra morbides, et comme si c'était pas assez glaçant, à la fin de ce petit carnet était tout simplement écrit « Bye bye ». Son père avait pris la parole dans un documentaire pour parler de son fils, déclarant que l'acteur a toujours mis énormément du sien dans chacun de ses rôles, mais que celui-là était bien plus au-dessus de tout ce qu'il a pu faire. Même s'il est bel et bien mort à cause d'un mélange médicamenteux, pour moi, la piste du suicide à cause de son rôle relève tout simplement du mythe. Il faut savoir que Heath Ledger était dépressif, donc malade. La dépression étant une réelle maladie, c'était donc quelque chose dont il souffrait avant bien même de faire le rôle du Joker. Il prenait des anxiolytiques, donc des médicaments contre l'anxiété. Pour vous situer, c'est des médicaments comme par exemple le Xanax ou le Lexomil, qui sont les deux plus connus, et il dormait également très peu. Il vivait avec seulement quelques heures de sommeil dans le sang par nuit, voire pas du tout pour certaines journées. Il avait des véritables troubles et maladies qui allaient bien au-delà d'une simple tristesse. Car oui, je le répète, je vais le répéter autant de fois qu'il faut dans la vidéo, mais il faut qu'à tout prix que ça rentre quand même dans l'esprit des gens. Mais la dépression, c'est une maladie. C'est pas un état où tu vas te remettre parce que Thibaut InShape te dit de faire du sport, tu vois. Selon sa sœur, les rapprochements entre sa préparation pour le rôle du Joker et sa mort sont infondés. Elle déclarait que son frère adorait jouer le Joker. Il n'en était pas détruit et avait même encore un super sens de l'humour. C'était surtout un acteur très investi dans ses rôles. Et même si, évidemment, le Joker avait été le plus travaillé, peut-être le plus
rude à préparer, le suicide n'est pas la raison de sa mort. Il s'agissait donc d'un accident et d'un mauvais mélange, car il prenait beaucoup, mais vraiment beaucoup, de médicaments. Mais voilà, on peut fermer le chapitre The Dark Knight, on a compris, c'est un film hyper important qui a absolument tout changé à la pop culture, mais cette saga était pensée comme une trilogie, et on en arrive donc à la prochaine étape, The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises n'avait pas été validé tout de suite, car Christopher Nolan disait qu'il ne voulait pas faire une suite s'il avait rien d'intéressant à proposer après The Dark Knight. Il voulait que cette suite en vaille la peine. En plus, plus tard, il devait bosser pour son prochain film, Inception, mais pourtant, en 2010, soit 2 ans après la sortie de The Dark Knight, Christopher Nolan l'affirme, il est de retour pour le 3e et dernier film de sa saga Batman. La production débute et forcément ce prochain volet suscite un très grand intérêt. Tout le monde veut savoir qui sera le prochain méchant qui pourra succéder au Joker, et le nom revenant le plus souvent est bien évidemment l'homme mystère. Du coup, tout le monde théorisait sur son arrivée, et quand on sait ce qu'il se passait à l'intérieur de la production de cette suite à The Dark Knight, on se dit pas que c'est totalement infondé, puisqu'en effet la Warner, maintenant on les connaît bien, quand ils veulent avoir quelque chose, ils forcent bien. Et c'est quelque chose qu'ils avaient fait pour avoir dans ce film le Sphinx. C'est un des co-scénaristes qui avait déclaré plus tard ça en interview. Les studios ont fait un bon gros forcing pour avoir le poseur d'énigmes en méchant principal de ce nouveau volet. Et qu'il soit joué d'ailleurs par DiCaprio après le succès d'Inception, le dernier film de Christopher. Mais celui-ci a résisté à ça car il ne le voulait pas. C'est alors Bane qui se retrouvera sous le feu des projecteurs dans cette suite qui se veut plus qu'ambitieuse, notamment sur le point technique puisqu'on va revenir sur l'IMAX. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc The Dark Knight a bien mis en avant la technologie IMAX, et depuis c'est une technologie assez prisée des réals, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus populaire. Mais cette fois Nolan il se dit hop, je vais pas faire comme dans The Dark Knight où j'ai tourné seulement 28 minutes en IMAX, mais je vais tourner entre 40 et 50 minutes, certains parlent même de 72 minutes en full IMAX. Voilà, c'est bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tourner en IMAX, en fait, c'est chiant, hein. La caméra IMAX, si elle n'a pas pu être utilisée pendant tout le long du film, c'est tout simplement car elle faisait trop de bruit. Pour faire simple, sachez que toutes les scènes de dialogue tournées en IMAX ont été redoublées par derrière, parce que sinon c'est absolument pas possible. Les caméras faisaient un boucan, mais vraiment de dingue quoi. Putain, mais j'ai eu l'accent qui est ressorti là d'un coup. Mais c'est pas grave, car ça fera quand même plus de temps en IMAX que pour The Dark Knight, et du coup, c'est quand même Nolan qui a la plus grosse. Voilà, regardez. Et côté scénario, forcément, beaucoup de choses d'ailleurs ont dû être changées suite au décès de Heath Ledger. Ce 3e volet devait nous montrer le procès du Joker, mais finalement, Nolan fera le choix de ne pas citer le Joker explicitement dans cette suite. Le tout sans pour autant ignorer les conséquences du précédent volet, puisqu'il se déroulera 8 ans après le bordel qu'a foutu le clown dans The Dark Knight. Le tournage de ce volet, ça va hein, comparé au précédent, il n'y aura pas trop de drame, même s'il y a eu quelques petits accidents, comme par exemple la doublure d'Anne Hathaway qui incarnait Selina Kyle, qui s'est crashée pendant une scène de cascade sur une des caméras IMAX, en l'ayant du coup complètement détruite sur son passage, et ça en vrai ça doit quand même foutre le seum. Mais bon, ça va, aucun blessé, seulement du matériel. Le tournage est ralenti, mais ça aurait pu être pire. Et plus tard, un cascadeur en parachute aura un accident aussi, il tombera mal. Rien de dramatique, personne n'est mort. Non, jusque-là, en vrai, sur ce tournage, il n'y a pas eu trop de catastrophes, car la plus grosse catastrophe se déroulera après la sortie du film. Et ce dont je vais vous parler là, c'est pas un drame financier ou autre, mais bel et bien une immense tragédie ayant coûté la vie à plusieurs personnes. Le film sort et l'engouement est bel et bien présent, et des avant-premières sont donc organisées. L'une d'entre elles se passera le 20 juillet au soir dans le Colorado. Beaucoup de personnes se sont déplacées dans le seul but de découvrir la suite des aventures de Batman. Certains sont venus pour vivre leur passion, passer un bon moment, mais c'est malheureusement à ce moment qu'une catastrophe arrivera. Un lâche fera éruption pendant l'événement avec un masque à gaz, un gilet pare-balles, des bombes lacrymogènes et un AR-15, un fusil semi-automatique duquel il se servira pour ôter la vie de 12 personnes innocentes pendant le film, faisant 58 blessés en plus. Le tireur avait plusieurs armes sur lui, il se faisait appeler au moment des faits le Joker, et a prévenu la police que son appartement était piégé. Quand les équipes se sont rendues dans l'appartement de l'assassin, ils se sont rendus compte qu'en effet, l'immeuble avait été piégé de dispositifs incendiaires et chimiques. C'est pas moins de 5
immeuble que la police a dû faire évacuer à cause d'une personne, une effroyable personne lâche qui aura détruit des vies innocentes. En conséquence à ça, les studios ont décidé d'annuler l'avant-première qui devait avoir lieu à Paris. Marion Cotillard et Morgan Freeman devaient passer au JT de 20h pour la promo du film. Au final, ils annuleront leur venue. Les studios Warner ont aussi supprimé la bande-annonce d'un de leurs prochains films, Gangster Squad, dont celle-ci avait été publiée quelques jours avant la tuerie, présentait des lancers de bombes lacrymo et des gens tirés dans une salle de cinéma. Exactement ce qu'il s'est passé ce soir-là à Aurora dans le Colorado. Christopher Nolan prendra la parole, dénonçant bien évidemment les agissements affreux de l'assaillant, et Hans Zimmer, le compositeur du film, sortira une nouvelle musique nommée Aurora. Tous les revenus de la musique seront reversés justement d'ailleurs aux victimes et à la famille des victimes. C'est donc dans ce contexte très dur que The Dark Knight Rises sortira, montrant au passage à quel point la saga Nolan a été parsemée d'embûches, de vies perdues et de drames. Mais bon, le film sort du coup et malgré tout ça, on va revenir quand même sur l'aspect financier et critique de sa sortie. Pour de nombreuses personnes, même si le film ne dépasse pas son prédécesseur, il est une réussite et est considéré par certaines critiques comme le meilleur film de l'année 2012. Les chiffres amèneront The Dark Knight Rises à devenir le film le plus rentable de l'histoire des films Batman. Encore un, avec 1,84 939 099 $, soit un peu plus que The Dark Knight en 2008, et deviendra également le 13e film de l'histoire à dépasser le milliard. C'est donc sur ça que la trilogie Batman The Dark Knight se clôt, mais pourtant Warner ont quand même tenté un dernier move. Alors qu'il était en promo pour Mans 66, Christian Bale est revenu sur son rôle de Batman en révélant que Warner l'avait approché, lui et Nolan, pour un autre film The Dark Knight. Mais non, c'est tout simplement un non catégorique, car Nolan il avait en tête une chose, c'était de faire une trilogie, et que s'ils avaient déjà la chance de le faire, il fallait pas aller plus loin. La bonne décision aura été prise, mais c'est tout de même pas la fin pour Nolan du côté de DC, puisque celui-ci va continuer l'aventure encore un peu dans le DCU. Replantons 5 secondes le contexte. On est en 2013 et l'industrie du comic book movie est en train de grandement changer, et ce changement, on le voit déjà avec l'arrivée d'Iron Man en 2008, qui marquera le tout premier film du Marvel Cinematic Universe, commençant donc à lui seul un univers cinématographique basé autour de l'univers Marvel. En 2012, et avec 5 films connectés à son compte, Marvel Studios va sortir son premier crossover, The Avengers, qui est une claque. Le film va cartonner et le MCU va prendre son grand envol grâce à cette première phase qui est un immense succès. De son côté, remontons un peu en arrière, en 2006, la Warner tentera un reboot d'un des héros phares de DC, Superman, avec Superman Returns qui lui fut totalement un flop. Voilà, ratio, seulement 2 ans plus tard sortira The Dark Knight, la plus grosse réussite d'ici et super-héros tout court à ce moment-là. Et donc là, du coup, ils ont commencé à se poser des questions, l'ampoule s'allume, l'idée arrive, et si on retentait un reboot de Superman, mais un peu à la façon The Dark Knight, c'est-à-dire avec une approche beaucoup plus sombre, réaliste et terre-à-terre. Le projet Man of Steel est alors lancé chez Warner, pendant que de son côté, Nolan, lui, bossait pour le dernier film Batman de sa trilogie. Le réalisateur s'exprimera donc sur cette nouvelle franchise DC et explique grosso modo qu'il sera de la partie. Il travaillera et supervisera le scénario de ce film avec David S. Goyer qui lui aussi bosse sur Batman. Mais là on s'imagine qu'en disant ça, du coup Nolan il va devenir réal de ce film et tout, sauf que non, il sera seulement producteur. Et la nouvelle tombe, c'est Zack Snyder qui aura la chance de réaliser ce film sur Superman. C'est comme ça que démarrera donc le DCU, et la suite de Man of Steel, vous la connaissez, c'est Batman vs Superman. On ouvre alors un nouveau livre, et celui-ci, c'est celui de l'aventure Batman dans le DCU. Nous sommes en 2013 avec un Man of Steel 2 déjà annoncé. Ce Man of Steel 2 se révélera être en 2013 lors de la Comic Con de San Diego, Batman vs Superman. La révélation d'un tel projet suscite un engouement immense avec l'explosion de hype dès son annonce. Regardez juste la réaction au reveal du truc, c'est juste exceptionnel. Le Bookzer là, il a 2 doigts du malaise, à pitié faites un truc. Ce projet marquera donc la première apparition de Batman, d'un nouveau Batman dans cet univers cinématographique. Et qui dit nouveau Batman dit nouveau cast, nouveau costume, nouvel univers, vous avez compris. Et là, l'intérêt grossit comme d'habitude. Et l'impatience des fans de savoir qui sera le nouveau visage de Batman ne se fera pas attendre, puisque tout le monde mènera sa petite enquête. Qui pourra bien prendre la cape du Chevalier Noir de Gotham après la prestation magistrale
magistrale de Christian Bale. En tout cas, le but ici n'est pas de trouver un acteur dans le même registre, mais un acteur beaucoup plus mature, quarantenaire et mousclès bien huileux. Les rumeurs commencent, certains aimeraient voir Josh Brolin ou des acteurs de la même trempe, mais les rumeurs se feront vite prendre de court car quelques semaines plus tard, c'est Ben Affleck qui sera annoncé dans le rôle de Batman. Et vous savez quoi ? C'est ultra bien pris, pas du tout. Ça tourne même plutôt mal. On avait vu dans la première vidéo comment l'annonce de Michael Keaton avait fait parler. Plus de 50 000 lettres avaient été envoyées à la Warner pour protester à cette époque-là. Et pour Ben Affleck, l'histoire juste se répétera. Des messages haineux à travers la toile se propagent et cette fois, c'est presque 100 000 personnes qui seront contre le choix de Ben Affleck en Batman, avec une pétition adressée à Warner pour que ce choix de casting soit modifié. On n'est donc pas seulement sur un petit groupe de rageux là qui sont en train de dire oh non c'est nul et tout, mais bien sur quand même une grosse communauté qui n'est pas du tout contente et qui force pour que ce choix-là soit tout simplement modifié quoi. On est clairement sur du bashing. Par exemple, dites-vous qu'aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a toujours des gens, bon évidemment moins qu'avant, mais il y a toujours des gens pour qui Ben Affleck est très bas dans leur estime à cause du Batfleck. Donc le Batman de Ben Affleck, voilà, Batfleck, vous avez compris. Oui. Néanmoins, Ben Affleck avait reçu des soutiens de la part de ses confrères acteurs, comme par exemple Michael Keaton, mais quand même, c'est beau, c'est un ancien Batman qui réagit à son futur successeur, c'est beau. Sauf quand c'est Clooney qui le fait. Là, c'est un peu moins beau, on se dit, ah bah la succession, bon voilà quoi. Parce que oui, Clooney est revenu avec ironie sur ce choix de casting, en disant, quand on lui a posé la question, qu'il était quand même vachement mal placé pour en parler, vu à quel point il a pas géré sur ce rôle. I always apologize for that. Bon, en fait, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est beau aussi. Dans ce contexte-là, du coup, chaque photo ou aperçu de Ben Affleck en Batman était attendu comme le Messie. Chaque révélation sur le costume était décortiquée, suranalysée et surtout vivement critiquée, parce que, bien évidemment, faut pas l'oublier, mais c'est Ben Affleck. Voilà, on n'est pas content du coup. L'acteur a même révélé avant la sortie du film que des gens autour de lui disaient de tout simplement pas aller sur internet. Voilà, en essayant de lui rationaliser la chose, en expliquant que c'est toujours comme ça quand c'est un acteur qui est choisi pour incarner Batman, etc. Et en soi, même si cette fois c'est vrai que c'est un peu plus violent que d'habitude, c'est pas faux. Ça se passe à chaque fois qu'un nouveau casting pour Batman est annoncé. Et vous allez voir, l'exemple va encore être tout simplement valable dans le futur avec Robert Pattinson, mais on n'en est pas encore là les amis, relax. Le tournage du film se passera normalement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, et le film sortira en 2016. Et le résultat est plutôt mitigé en fait. Il y a eu beaucoup de critiques négatives et vu la taille du projet, ça fait quand même un peu mal. Alors non, je vous coupe de suite direct l'herbe sous le pied, le film n'est pas non plus un fiasco, mais une bonne grosse partie de la presse dira que c'est pas du tout incroyable quoi. Et côté spectateur, même s'ils sont moins virulents que la presse, c'est aussi quelque chose qui reviendra. Cette chose-là qui fera que les gens sont mitigés, c'est la scène où Superman dit Martha et arrête donc le combat. Cette scène est sans doute la plus grosse erreur du film selon les spectateurs. Voilà, il suffit d'allumer Twitter, je sais pas, au moins une fois par mois et c'est sûr vous reverrez le même tweet arriver disant c'est nul ça, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs en dessous il y aura un tweet pour savoir qui est le meilleur Spider-Man. Twitter, c'est vachement chouette. Moi, de mon côté, j'avoue que je suis pas allé voir ce film au cinéma, je l'ai découvert que bien plus tard, et donc du coup j'ai eu la chance de le découvrir avec la version longue, et moi ça m'a pas choqué, en vrai j'ai passé un bon moment devant ce film, sans être le meilleur film Batman, c'est sûr, mais j'en passe quand même un très bon moment devant le film. Après, je sais pas, au cinéma peut-être que c'était terrible, si c'est la version courte, peut-être qu'il y a plein de trucs auquel moi je n'ai pas été confronté, du coup c'est pour ça que ça me choque pas forcément. Et pour la scène de Martha, en vrai, même si c'est quelque chose de très facile, ça m'a pas forcément fait chier ou même décroché du film. Il se passe tellement des choses beaucoup plus what the fuck dans l'univers super-héroïque que ça choque pas vraiment en fait. Sans parler de l'avis des gens sur le film ou de sa qualité, Batman vs Superman est un succès dans un autre domaine, celui de la moula, la monnaie. Il rapportera 873 milliards de dollars, ce qui est une bonne somme et deviendra le meilleur démarrage de l'année 2016 aux US. Après ça, un autre film qu'on peut considérer comme dans l'univers tout simplement de Batman, c'est Suicide Squad en 2016. Et honnêtement, je dois vous avouer un truc, c'est que j'ai
pas envie d'en parler, j'ai pas envie, c'est bon, on sait que c'est une merde. Bon, après tout, voilà, il y a d'autres films à traiter. Donc, on va parler à la place, en sautant ce film, de l'histoire du film Justice League. Donc, l'histoire de la Justice League, c'est un peu plus complexe. C'était un projet en cours qui devait être réalisé par Zack Snyder, mais sauf qu'il y a eu le suicide de sa fille, qui a obligé le réal à quitter le projet. Et c'est du coup Joss Whedon qui a pris la relève pour un résultat vraiment, vraiment nul quoi, on le connaît tous, faisant se lever les fans contre ce film, déclarant vouloir la fameuse Snyder Cut. Un film dont on ne sait pas trop à ce moment-là s'il existe réellement, qui serait apparemment une vision de ce que devait être le film Justice League si Snyder avait pu compléter sa trilogie avec ce titre. Et à partir de là, les fans ils deviennent fous en fait, ils ne veulent pas que le film Justice League de Joss Whedon soit le film Justice League du DCU, mais ils voulaient à tout prix la version de Zack Snyder. Des pétitions de tout il y aura autour de cette légende urbaine. Nombreuses personnes se demandaient si une telle relique existait réellement, et au final, l'une des plus grandes victoires de toute la sphère CBM, Zack Snyder nous dévoile que cette version du film, totalement différente de la bouse qu'a sorti Whedon, existe bel et bien. Et plus tard, on apprendra que ça va sortir sur la plateforme HBO Max. C'est l'explosion. Un raz-de-marée, vous pouvez même pas imaginer si vous l'avez pas vécu. Ce jour-là devrait même peut-être être un jour férié pour tous les fans de DC et de Zack Snyder. Donc voilà, il est sorti, il y a encore Batfleck dedans. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films de super-héros. En tout cas, de mon côté, c'est c'est mon préféré quoi. Et pour continuer à du coup de parler du DCU, j'avais écrit la vidéo il y a longtemps, je l'avais écrit été 2022. Simplement. Et à l'époque, on n'était pas au courant de ce qu'allait être le DCU, mais aujourd'hui, ça va, on est au courant. James Gunn a repris la relève et nous a annoncé un nouveau reboot de Batman qui aura lieu, j'ai oublié l'année s'affichera voilà, là sur ma tête, et on aura droit à The Brave and the Bold, une histoire centrée sur Batman et Robin. On aura l'occasion de revoir Batfleck encore une fois dans le projet The Flash. Le Batman qu'on aura également l'occasion de revoir dans The Flash, c'est aussi Michael Keaton qui 11 ans après va reprendre son rôle. Ça va faire bizarre mais pourquoi pas. En gros on sait que ça va surfer sur la vibe un peu multivers, fanservice, etc. Pourquoi pas, faudra voir ce que ça donne. En attendant, pour ce qui est de la suite de Batman dans le DCU, j'avoue que voilà, j'ai peut-être un peu survolé le truc parce que le thème de cet univers cinématographique mérite largement qu'on s'y attarde plus, mais patience, d'autres vidéos arrivent et on aura l'occasion d'en reparler. Et ça, c'est quand même très très beau, non? C'est pas magnifique? Abonnez-vous, pitié, pitié! Ce chapitre DCU se referme. Et cette fois, on va parler d'un film où Batman n'apparaît pas. En 2017, la Warner annonce leur envie de créer un film qui serait en dehors de l'univers DC. Et ça sera sur le plus grand méchant de l'histoire des comics, le Joker, avec Todd Phillips aux manettes. L'histoire de la création de ce film, c'est tout simplement l'œuvre du destin, en fait. C'est vraiment une histoire que je trouve assez incroyable. Todd Phillips avait déjà été approché il y a un moment par les studios Warner qui voulaient lui faire réaliser un film inspiré de l'univers DC. Mais à ce moment-là, Phillips, lui, ne veut pas. Il y a un assez mauvais regard et un préjugé sur les films inspirés de comic book. De son côté, Phoenix, lui, avait pendant un moment eu l'idée de faire un film caractère study à petit budget sur un personnage de comics. C'est-à-dire un film qui servirait un peu d'analyse d'un personnage, plongeant dans son intimité, ses pensées, ses sentiments et sa psychologie. Il avait déjà pensé à faire ça sur le Joker, mais néanmoins il a laissé ça tomber parce que pour lui ça avait déjà été fait et ce serait pas forcément quelque chose d'intéressant à mettre en place. En plus de ça, Phoenix lui avait déjà été approché pour jouer un personnage de comics au cinéma. C'était pour le rôle de Hulk dans le MCU. Heureusement qu'il a pas accepté quoi. Du côté de Phillips, et ce, malgré la vision qu'il avait des CBM, une idée lui est venue, faire un film sur le personnage du Joker tout en étant totalement différent des autres films comics ayant vu le jour. Il voulait montrer qu'un autre aspect était possible. Et en plus à cette période, Todd Phillips, il était en pleine réflexion. Il venait de sortir son dernier film War Dogs, donc sa dernière comédie, et il se posait des questions sur ce qu'avait réellement envie de voir le spectateur quand il va au cinéma. Sachant que maintenant, c'est clairement plus les comédies qui foutent le feu quand ils sortent en salle, quoi. C'est plus ça qui te dit putain ça va exploser de ouf. Il en avait parlé chez Vanity Fair. Essayez d'être drôle de nos jours avec cette culture woke. Alors je vous promets, ça commence très très mal, mais
Si on pousse un peu la réflexion, elle est intelligente, mais là ça part très mal, hein, là c'est déjà de la merde. Hop, une petite précision s'impose. Quand je dis que la réflexion est intelligente, je ne parle bien évidemment pas du discours. On ne peut plus rien dire, nanana, culture woke. Car tout simplement ce discours-là, et je pense que c'est très clairement de la bonne grosse merde. Et je ne suis pas d'accord avec cette conception des choses. De toute façon, hein, quand le terme woke est utilisé, ce qui est dit est rarement intelligent. Hein. Donc quand je dis la réflexion est intelligente, je parle de ce qui va être dit plus tard dans la suite de l'article et non pas cette partie-là qui, on est d'accord, pue la bonne grosse merde de droite. Voilà. Il y a eu des articles sur les raisons pour lesquelles les comédies ne fonctionnent plus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les types marrants se disent « Allez, c'est bon, on abandonne cette merde parce que je ne veux offenser personne. » Je vous promets, si t'enlèves ça, le sujet il est intéressant, tu vas voir, je continue. Il est difficile de discuter avec 30 millions de personnes sur Twitter parce que vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Alors vous vous dites au bout d'un moment, je me casse, je m'en vais. Et vous savez quoi? Avec toutes mes comédies, je pense que ce que toutes les comédies en général ont en commun, c'est quelque chose. Elles sont irrévérencieuses. Alors je me dis, comment faire quelque chose d'irrévérencieux tout en envoyant chier la comédie? Je sais, prenons l'univers des films de comics et tordons-lui la nuque. Et c'est vraiment de là que vient cette idée. Dans le même article, on nous explique que Phoenix a pendant de nombreux mois parlé à Phillips avant de se lancer dans le projet. Et que Phillips lui a dit, tu sais quoi, on prend ce film comme si c'était un film de braquage. Là, Phoenix du coup il comprend pas, il lui demande, mais qu'est-ce que tu veux dire? En plus il y a quasiment aucune scène d'action dans le film, donc vraiment là il comprend pas. Phillips qui lui, il a l'air d'en avoir plus rien à foutre, lui rétorquera, on va prendre 55 millions de dollars à Warner Bros et faire absolument tout ce qu'on veut. Et là, c'est ça que je trouve très intéressant dans le discours. Parce que si t'enlèves le côté « on peut plus rien dire, la culture est trop woke maintenant. Coluche, il serait où? Il serait en prison ou quoi? Et des proches alors ?» Voilà, si t'enlèves ce côté bien vieux de droite, je trouve que l'énergie qui se dégage autour de la construction de ce projet, le fait vraiment de se dire, vous savez quoi, on va prendre 55 millions, on s'en branle, on fait ce qu'on veut, je trouve que c'est juste fou. Et c'était de ça dont je parlais tout à l'heure quand je disais que c'était quand même assez intelligent cette réflexion, c'est que vraiment cette façon de vouloir un peu claquer les bouches en tordant bien comme il faut la recette CBM qui est déjà bien trop connue, est plutôt maligne en fait, c'est vraiment malin. On sent que ce film est un film qui a été originellement créé par la passion. Et sans vouloir rabaisser les CBM à des films dont les seules ambitions sont pécuniaires, ici t'es vraiment dans l'esprit prendre du fric à des gros studios et derrière faire tout ce que tu veux sans penser aux limites. Et je trouve ça assez rare et beau pour le souligner. À ce moment-là, l'idée est claire. Phillips veut un film sur le Joker traité d'une façon inédite. Quelque chose de très terre-à-terre, brut, violent, sombre et psychologique à entre guillemets petit budget, car 50 millions c'est quand même peu par rapport aux autres productions super-héroïques actuelles. Le film à la base devait être coproduit par Martin Scorsese, une grande influence pour Todd Phillips dans ce film, mais néanmoins celui-ci quittera le projet par manque de temps, même si Warner voulait à la base de l'approcher pour le réaliser. Donc plus de Scorsese dans le projet, tant pis, sauf que non, pas tant pis parce que la Warner, eux, ils sont pas contents. Du coup, ils vont essayer de faire un forcing pour avoir Leonardo DiCaprio dans le rôle du Joker afin d'attirer Martin Scorsese. Mais Todd Phillips, lui, il est en mode non, par pitié, non, je veux pas, c'est Phoenix qui est fait pour ce rôle et personne d'autre. Enfin bon, quand je dis pour attirer Martin Scorsese, il y a rien de bien sûr, mais quand tu vois l'arrivée des choses, comment elles se font, tu te dis que quand même, à mon avis, ça m'étonnerait pas que ce soit pour ça, quoi. Donc, tout semble pouvoir démarrer normalement, néanmoins, dans cette histoire, il y a un méchant qui n'aimera pas du tout ce projet de Joker. Parce que avant de morber un max, Jared Leto avait interprété le Joker dans le Suicide Squad de 2016. Et quand il a su qu'il y avait un projet Joker qui serait sans lui, alors qu'il devait interpréter tout simplement le Joker dans le DCU, il s'est dit « Oh là là, je suis pas content ». Il va donc essayer de saboter le film dans le plus grand des calmes. Il aurait demandé à son agent, qui est le même que celui de Todd Phillips, de faire annuler le projet. Au final, ça s'est pas fait, et l'acteur aurait quitté son agence pour des raisons qui seraient différentes de ça, apparemment, mais bon, on n'y croit pas trop. Voilà une nouvelle preuve pour montrer à quel point Jared Leto a un ego tout simplement insupportable, et si vous voulez une raison pour ne pas l'aimer avec moi, je vous invite à aller chercher Jared Leto 13 years old sur votre barre de recherche Google.
revenons-en au Joker. L'écriture du film aurait duré environ 1 an, et même si au début de la vidéo j'ai dit que Warner avait accepté le projet, ça s'est pas fait de suite. Il y a eu quelques complications autour de l'approbation du projet à cause notamment du contenu du scénario. Parce que le film tourne autour de sujets plutôt compliqués, comme par exemple le traumatisme ou encore les troubles et maladies psychologiques, et que le Joker est un personnage ayant énormément de visibilité vu son succès. Mais néanmoins, le projet n'est clairement pas con du tout, au contraire, car le personnage du Joker a dans les comics pas réellement d'origine prédéfinie en fait. Même si plusieurs comics ont montré parfois différentes origin story pour le personnage, il y en a pas vraiment établi de fou, et vu la complexité du personnage et tout le background que tu peux lui inventer, c'est même sûrement tout simplement le meilleur de comics pour faire une adaptation libre qui peut s'emparer de tels sujets de société. Le tournage du film a été un peu compliqué pour Joaquin Phoenix, forcément le film est dur, et le rôle n'est pas du tout évident, surtout quand on s'y investit autant pour le jouer. On a pu le voir précédemment avec Heath Ledger, mais faut pas croire que Phoenix ne s'est pas mis d'arrache-pied pour ce rôle. Parfois ça lui arrivait de perdre son sang-froid, son self-control et de juste partir en plein milieu d'une scène pour prendre une pause afin de reprendre le contrôle de soi, sans que en plus ses collègues soient mis au courant de ce qu'il se passait réellement, se demandant si c'était de leur faute ou pas. Un article d'IndieWire nous parle même d'une fois où l'acteur était si tendu que le réal est venu pour le rassurer, lui proposant de partir tous les deux en promenade, histoire de se remettre un peu de tout ça. Il est précisé néanmoins que Joaquin Phoenix par contre faisait de son mieux pour ne pas partir quand il était en présence de De Niro, qui apparemment lui comprenait ce que Joaquin Phoenix pouvait traverser, parce qu'il a quand même une longue filmographie et des rôles assez compliqués derrière lui aussi. Mais parfois cette façon que Phoenix avait de vivre mal les choses créait des situations inconfortables pour le reste du crew du film. Quand par exemple De Niro, car même s'il comprenait à quel point c'était compliqué, il a quand même exigé au réalisateur de faire en sorte qu'une relecture du script soit faite avec Joaquin Phoenix, expliquant qu'il était quand même acteur et qu'il se devait d'être là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Joaquin Phoenix déteste les relectures, enfin en tout cas pour ce rôle. Il avait énormément de mal avec ça, il préférait que tout se passe sur l'instant présent et se servir de toute cette anxiété pour jouer. Il aimait pas savoir, et pour lui, répéter c'était apprendre, et donc savoir et créer une sorte de sécurité qu'il ne voulait pas. Et ça a été dur, vraiment, il ne voulait pas, il était catégorique là-dessus. Néanmoins, Phoenix avait énormément de respect pour De Niro, et De Niro en avait énormément pour Phoenix, et au final, Phillips a un peu forcé la chose pour que ça se fasse, et bien qu'il ait été peiné et qu'il a eu besoin de temps et de surtout beaucoup de post-clope, l'acteur s'est rendu à cette séance de relecture, et tout va bien, qui finit bien entre les deux. Il y a même Robert De Niro qui est allé voir Joaquin Phoenix et qui a fait « ça va aller » comme ça. Il a même fait un bisou sur la joue à la fin, donc imaginez juste Robert De Niro vous fait ça, je pense que voilà, c'est un life goal atteint, c'est quelque chose de fabuleux. Mais bon, du coup n'empêche que cette façon de travailler pour Joaquin Phoenix était vachement contraignante pour l'équipe, mais on peut voir qu'elle a quand même porté ses fruits, puisque le film sera quand même vachement reconnu pour la prestation légendaire de Phoenix, qui lui a même valu un Oscar. Mais bon, passons directement à la sortie du film, qui fera réagir grandement. Le film est violent, et il traite de sujets plutôt sensibles, avec un personnage qui a une très forte visibilité. Et tout ça, cette violence, ces sujets un peu tabous qui ont été tout simplement exprimés à travers un personnage notoire, ça a carrément poussé l'armée à envoyer des lettres au cinéma pour leur dire de faire attention pendant les projections du film, car le Joker pourrait carrément être un symbole dangereux pour certaines personnes. Le cinéma d'Aurora, scène de tuerie qui a eu lieu à l'avant-première de The Dark Knight Rises, a même décidé de ne pas diffuser le film suite à des messages de familles de victimes. Il était également interdit de se maquiller en Joker pour entrer dans le centre commercial dans lequel se trouve le cinéma. Il y a eu pas mal d'agitation autour de tout ça, des journalistes ont même soulevé la question des violences, si un tel film pouvait encourager ou pas des personnes susceptibles d'être violentes à commettre des fusillades, mais au final, le FBI n'a trouvé aucune réelle source crédible de violence autour de ce film. Des personnalités ont réagi à la chose, comme la réalisatrice, actrice et scénariste Phoebe Waller-Bridge, qui a déclaré pour Vogue: « Je pense que la raison pour laquelle les gens sont si mal à l'aise avec ce film, c'est parce que c'est beaucoup trop vrai, trop cru. Je regardais ça et je me disais, Seigneur, si ça sortait 1 an après l'arrivée d'Obama au pouvoir, je ne pense pas que ça nous inquiéterait autant. » Voilà, ça dit les termes. Mis à part ça, le film
film a donc été un succès, tout le monde semble être unanime avec le fait que c'est quand même un très bon métrage et que Joaquin Phoenix a sorti une interprétation fabuleuse. Le film rapportera 1,74 445 730 $ au cinéma, ce qui en fait, si on le compte dans la franchise des films Batman, le deuxième plus gros succès de la saga, entre The Dark Knight Rises et The Dark Knight. Le film a un immense impact dans la pop culture, hein, voilà, vous y attendez, et une suite est d'ailleurs prévue pour 2024. Il s'intitule pour l'instant Joker Folie à 2 et devrait mettre en scène Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn, et même si en vrai j'aime beaucoup Margot Robbie, ça va faire du bien de voir une autre version de ce personnage au cinéma. Ce film fera partie du coup du Elseworld, donc l'univers qui est à part du DCU, tout simplement dans les films DC, et on sait donc qu'il ne sera jamais lié au DCU d'une quelconque manière, enfin à part s'ils font des trucs multiversels et tout, mais n'en parlons pas. On arrive donc au dernier chapitre de la vidéo avec le film le plus récent, tout simplement sur Batman. Je veux bien sûr parler de The Batman, sorti en 2022. À la base, dans le DCU était prévu un film Batman, réalisé et joué par Ben Affleck. Le méchant devait être Deathstroke, qu'on voit d'ailleurs à la fin de Justice League Snyder Cut. Il y avait aussi une histoire d'évasion d'Arkham Asylum, mais au final tout ça a été balayé, Affleck étant beaucoup affecté personnellement par énormément de choses, dont la production désastreuse de la Justice League par Whedon, sa rechute dans l'alcoolisme, et le bashing à l'encontre du Batfleck n'aidant certainement pas à la cause. Il abandonne donc la réalisation du film, plusieurs autres réalisateurs sont donc pressentis pour reprendre le projet comme Denis Villeneuve, Ridley Scott ou encore Matt Ross, mais c'est finalement Matt Reeves qui prendra les commandes du Batman d'Affleck. Des réécritures ont lieu, le film commence à tarder, des rumeurs circulent sur le fait que Ben Affleck ne reprendra pas son rôle, et le projet commence un peu à tourner au vinaigre. L'écriture sera reprise de zéro, et Matt Reeves, le réalisateur à ce moment-là du prochain Planète des Singes, exprime son intention de vouloir faire un film indépendant du DCU sur Batman. Ben Affleck finira donc par déclarer qu'il ne reprendra pas le masque du Vengeur de Gotham, et The Batman sera finalement un reboot n'ayant rien à voir avec l'univers cinématographique d'ici. Le casting change alors, Zoe Kravitz jouera le rôle de Catwoman, Paul Dano jouera le Riddler, et Andy Serkis sera Alfred. Et vous avez compris depuis le début de la vidéo, mais le changement d'acteur pour le rôle d'un Batman n'est jamais quelque chose de facile. Ça suscite beaucoup trop d'attentes, et franchement, que dire si ce n'est que c'est une putain de tollé, encore une fois. Robert Pattinson est casté pour le rôle de Bruce Wayne, donc un Batman jeune, et la toile s'enflamme. Comme pour Ben Affleck et Michael Keaton, le choix de Pattinson en Batman a amené énormément de critiques, de gens pensaient à un canular carrément, et d'autres juste se défoulaient gratuitement sur lui. La raison à tout ça, alors vous allez me dire que c'est totalement débile, hein, mais c'est tout simplement car Robert Pattinson s'est fait connaître dans le rôle d'Edward de Twilight, et du coup les gens s'imaginent que forcément un acteur, il est relié qu'à un rôle quand il est connu pour celui-ci, et que du coup il peut pas faire son boulot correctement en s'adaptant à d'autres choses. Des pétitions à l'encontre du choix de casting apparaissent dès les premières rumeurs de ce cast, et au final je pense que les studios sont tellement habitués à ça qu'il n'y a aucune attention qui n'y sera portée. Même Robert Pattinson se moquera de ça. Au final, on s'est moins moqué de moi que d'habitude, j'ai plutôt été surpris. 70% d'avis négatifs seulement, c'est parfait, c'est le boss. Je l'aime beaucoup trop cet homme. Le tournage se passe, mais pas normalement, parce qu'à ce moment-là, un ennemi du cinéma et du monde tout court est venu faire chier, j'ai nommé la Covid-19. Voilà, putain, ça faisait longtemps qu'on en avait pas entendu parler, non? Coronavirus. La Covid a eu un impact sur tout. Le cinéma n'y a pas échappé, j'en avais vite fait parler dans ma vidéo sur les nouveaux mutants que vous pouvez retrouver d'ailleurs, hein, bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais la maladie a dû obliger les équipes du film à stopper le tournage à plusieurs reprises. Un des membres de l'équipe du film, d'ailleurs, un grand monsieur, Andrew Jack, qui a œuvré dans l'ombre sur vraiment beaucoup de films que vous connaissez, comme par exemple Star Wars ou encore Le Seigneur des Anneaux, qui était du coup un coach vocal, enfin un coach de dialecte, succombera au virus. Le film The Batman lui sera d'ailleurs dédié. Le tournage prendra donc, à cause de tout ça, plus d'1 an à être fait, les derniers shoots se faisant en mars 2021. Pas tant d'anecdotes que ça en vrai sur ce tournage, mis à part tout ça, et en général tant mieux, ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé. Bon, mis à part le bordel avec le Covid et tout ça. Après, il faut savoir aussi que c'est plutôt récent, que l'écriture je l'ai faite il y a un petit moment, peut-être qu'il doit y avoir 2-3
trucs, j'ai essayé de rechercher depuis, mais j'ai pas non plus trouvé quoi que ce soit d'hyper accablant, intéressant ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai une petite anecdote pour vous qui est plutôt rigolote. C'est chez Jimmy Kimmel qui le raconte. Pattinson a fait constat que depuis Nolan, le personnage de Batman a toujours une voix grave. L'acteur, partant d'une bonne intention, décide de renouveler tout ça en prenant une nouvelle initiative, faire tout le contraire en apportant à Batman une voix chuchotée. L'acteur se serait entraîné à chuchoter pendant 2 semaines avant que les équipes du film lui disent d'arrêter. C'était littéralement un carnage. Au risque de me répéter, perso ça m'excite. Toujours Pattinson, décidément, avait également déclaré que si le film bidait, il s'engageait à tourner dans un porno. Voilà, il s'est engagé à ça. On est passé à ça, hein, vraiment, de voir la bad beat de Pattinson, parce que finalement, le film sera tout sauf un bide. Il rapportera plus de 770 millions de dollars. Le film sera le second à rapporter 100 millions au box-office aux US post-Covid en seulement 3 jours. C'est un carton. Les critiques à l'encontre du Batman de Pattinson sont directement contredites, avec un Batman plus efficace et plus sombre qu'il ne l'a jamais été, à mon sens. Et surtout, beaucoup plus brutal que ce qu'on a pu voir auparavant. Il est plus que la justice, il est la vengeance. Paul Dano déchirera tout en Riddler dans une interprétation troublante et le film tease l'arrivée d'un nouveau Joker. Encore un au cinéma, mais cette fois un Joker qui a l'air complètement défiguré et qui est quand même vachement horrible en termes de design, mais dans le bon sens du terme. Une chose est sûre, c'est que Batman a encore de très beaux jours devant lui. Qu'importe les tempêtes, le chevalier a vécu toutes sortes de bides et de succès et c'est très loin d'être fini parce que de nouvelles surprises vont encore nous attendre, que ce soit avec du coup l'apparition d'un nouveau Batman au cinéma, le prochain film The Batman, le prochain film Le Joker, les séries. Quelque chose me dit qu'on en a encore beaucoup à apprendre sur ce personnage et sur toutes les facettes qu'on peut lui apporter à travers un écran de cinéma. Et tout ça, bien sûr, qui sait, peut-être que dans le futur, on aura tellement de nouvelles choses qu'on pourra faire une partie 3 à cette vidéo, soyons fous. Mais voilà, on sera quand même passé par toutes les émotions. De la première apparition sombre imaginée par Burton, aux suites nanardesques de Schumacher, à la légende de la trilogie de Nolan, au DCU qui se casse complètement la gueule, enfin en tout cas la première version, et un film à plus petit budget sur l'un des plus grands vilains de l'histoire de DC, et maintenant grâce à tout ça du cinéma, un tout nouvel univers, celui de Reeves. On a vécu plein de choses et c'était quand même vachement intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cette plutôt longue vidéo, ça a été un plaisir pour moi de vous retranscrire tout ça à travers celle-ci. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous y aurez trouvé, je sais pas, votre bonheur, ou même appris des choses intéressantes sur tout ça. En tout cas, moi c'est un kiff pas possible, hein, comme toujours, de pouvoir vous partager ma passion à travers cette chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre donc un pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche, c'est quand même vachement... J'aime pas être là en mode pitié, s'il vous plaît, abonnez-vous quoi, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler parce que c'est quand même vachement important en termes de soutien et en termes de visibilité. Vous avez le pouvoir en un clic de me rendre heureux, donc si jamais vous en avez envie, vous pouvez. Hein. Après c'est pas du chantage affectif, pas du tout, non, attendez, on n'est pas là pour ça. Et aussi, nouveau message assez important, j'ai changé de compte Twitter, c'est-à-dire que l'ancien compte Twitter ne sera plus actif, donc pour rester au courant de tous les prochains projets, de tous les prochains lives, allez vraiment me suivre sur le nouveau compte Twitter qui est @ChromicMarvel. Tous les liens sont en description, le arroba c'est ça, vous l'avez sur l'écran, et vraiment il faut aller me suivre là-bas si jamais vous voulez tout savoir sur la chaîne, et aussi pour pouvoir me suivre au max, c'est la meilleure strat, tout simplement. En tout cas, merci à vous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromic pour de nouvelles chroniques, ciao.